C'est un monde dirigé par une affreuse marâtre, un monde où les dieux vous accablent ou vous vengent, un monde où l'on meurt en coulisses, un monde parfaitement imparfait. Bienvenue chez Phèdre. Tu as sûrement entendu parler de Phèdre, pour l'oublier juste après, mais pas de soucis, on va revenir à la base. Parce que Phèdre est le personnage principal, ce n'est pas elle qui ouvre la tragédie, c'est Hippolyte qui va s'en charger. Ce que je puis dire, c'est qu'Hippolyte nous donne vraiment pas envie de connaître Phèdre, qui décrit comme belle-mère. À une époque où les héros, les dieux et les minotaures existent, Hippopo décide donc de partir à la recherche de Papounet, qui a disparu. Sauf que dans une tragédie, personne ne va nulle part. Après avoir expliqué à Théramène son amour pour Aricie, Phèdre débarque et Hippolyte se tire. C'est donc au tour de Phèdre d'avouer son amour pour Hippolyte, et d'avouer aussi qu'elle veut juste se laisser mourir. Entre Phèdre et Hippolyte, quand même, grosse ambiance, hein. Surtout que là-dessus se rajoute la nouvelle de la mort de Thésée, quasi mort de roi, dit problème de succession, et Phèdre, pour réussir à sauver son fils, décide du coup de rester en vie. Fin de l'acte 1. Maintenant que l'acte 1 a tout mis en place, l'acte 2 va être l'acte des confidences et des aveux. Et maintenant, concentration! Hippolyte avait avoué son amour pour Aricie, une ennemie du trône, à son confident dans l'acte 1, scène 1. Cette fois, c'est Aricie qui avoue son amour pour Hippolyte dans l'acte 2, scène 1, à sa confidente. Mais Phèdre aussi avait fini par avouer qu'elle aimait Hippolyte à Œnone dans l'acte 1, scène 3. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, tu en trouveras un extrait lu en fin de vidéo. Dans l'acte 2, scène 2, Hippolyte avoue son amour à Aricie cette fois, et Aricie lui répond qu'elle l'aime aussi dans la scène 3 du même acte. 2 scènes plus tard, Phèdre avoue à Hippolyte qu'elle l'aime, du moins à demi-mot. Avant que le retour de Thésée ne soit annoncé dans la scène 6. D'ailleurs, le vers « Le roi qu'on a cru mort va paraître sous vos yeux » et le vers 827 sur une pièce qui rencontre 1654. La géométrie est parfaite, soit Gracine. On avoue donc beaucoup dans cet acte, jusqu'à ce que, un bruit court comme ça, que peut-être il est possible que Thésée soit pas si mort que ça en fait. Arrive donc l'acte 3, ce qui veut dire qu'on est au milieu de la pièce, et Phèdre ignore toujours que Thésée est encore vivant. Du coup, elle décide d'offrir le trône à Hippolyte pour que grosso modo, du trône, il passe à son lit. Quand Phèdre finit par apprendre la mort de Thésée, elle veut se suicider. Encore? Jusqu'à ce que None lui donne une autre solution. Pourquoi pas, à la limite, accuser Hippolyte et dire que c'est lui qui lui a fait des avances. Comme ça, elle s'en sort tranquille. Hippolyte décide d'aller voir Thésée pour lui annoncer son départ, dans le but de cacher son amour pour Aricie. Son père, lui, comprend tout à fait autre chose et croit au contraire qu'il essaye de cacher son amour pour Phèdre. Pendant l'acte 4, Œnone va s'assurer qu'Hippolyte soit un parfait coupable. Et son père enrage complètement. D'un côté, il est mort pendant quoi? Même pas 2 jours et déjà son fils veut se taper sa femme. Je suis sûre qu'à sa place, toi aussi tu serais complètement énervé. Sauf que tout le monde n'est pas pote avec Neptune, parce que oui, c'est bien au dieu des mers que Thésée va demander vengeance. Hippolyte se défend, avoue son amour pour Aricie, sans pour autant dénoncer Phèdre, mais rien n'y fait. Thésée est complètement aveuglée par sa haine. Là-dessus arrive Phèdre, qui décide, un peu tard quand même, de tout avouer, jusqu'à ce que Thésée lui dise qu'Hippolyte est amoureux d'Aricie. Et là, la jalousie scelle les lèvres de Phèdre, qui du coup condamne Hippolyte à mort par son silence. Et comme il est beaucoup plus facile de blâmer les autres que soi-même, elle décide donc de maudire Œnone et de la chasser. Ce qui nous amène à l'acte final qui, comme vous vous en doutez, ne va pas être très beau. Aricie tente de disculper Hippolyte, mais en vain. Et Thésée a malgré tout un petit doute sur la culpabilité de son fils et décide donc de revoir Œnone, qui s'est jeté à la mer. Grosse ambiance! Thésée comprend tout et désespéré demande à Neptune d'épargner son fils. Mais il est déjà trop tard et Théramène arrive pour lui apprendre la mort d'Hippolyte.
Phèdre arrive à son tour pour voir Thésée et lui avoue tout, maintenant qu'elle a d'ailleurs tout perdu, et finit par mourir du poison qu'elle a pris. Alors la question que je me pose c'est, Phèdre n'est-elle qu'une cougar du XVIIe siècle? Son excuse c'est que Vénus la possède et qu'elle aime Hippolyte malgré elle. Alors d'accord, ça peut peut-être prêter à sourire, n'empêche que chez Racine, Vénus en fait ça veut simplement dire désir. Tu sais, c'est ce qui te pousse à faire des trucs de fou sans vraiment savoir d'où ça vient. C'est par exemple quand tu vas dans une boulangerie et que tu vois un pain au chocolat, et que t'as envie de l'acheter et que c'est vraiment plus fort que toi. Bah voilà, bah Hippolyte c'est un peu le pain au chocolat de Phèdre. Oh t'as compris. Phèdre est juste prisonnière de son désir, comme chacun d'entre nous. Elle ne choisit pas de tomber amoureuse de son beau-fils, ça lui tombe dessus, et c'est justement ça qu'on appelle le tragique. Le tragique, c'est pas quand tout le monde crève à la fin, même si bon, ici c'est le cas. Non, le tragique, c'est quand les personnages sont enfermés dans un lieu clos, en l'occurrence le palais, et ne peuvent pas en sortir. C'est une atmosphère grandiose, et dans ce lieu clos, ils sont soumis à leurs désirs qu'ils ne maîtrisent pas. Un peu comme toi et ton pain au chocolat. Tout le monde ne meurt pas toujours à la fin. Le tragique, c'est ce qui te retourne l'estomac, c'est ce qui te fait ressentir horreur et pitié. Le mot exact pour ça, si t'as envie de te la péter, c'est catharsis, inventé par notre ami Aristote. Et qui veut simplement dire que tu n'as pas envie de reproduire ce que tu viens de voir. C'est en gros ce qui te fait te dire coucher avec mon beau-fils, mauvaise idée. Ou demander à Neptune de mettre à mort mon fils sans vraiment y avoir pensé, mauvaise idée. Peut-être que tu te dis aussi, c'est pas son fils, ils sont pas mariés, je vois pas vraiment où est le souci. Et si Thésée est mort, encore moins. Sauf que malgré tout, même de nos jours, ça reste un interdit moral. Pour t'en convaincre, je te laisse par exemple aller voir l'épisode 3 de la saison 4 de Misfits, qui est assez clair sur le sujet, on ne couche pas avec son beau-fils ou sa belle-mère. Phèdre, donc, ça me semble pas être une cougar à proprement parler, c'est juste une femme victime de son désir et qui fait les mauvais choix. Par exemple, elle décide de se taire quand parler pourrait sauver Hippolyte, et elle décide de parler quand il faudrait vraiment se taire. Alors pourquoi tout le monde s'accorde à dire que cette pièce de 1654 vers est un chef-d'œuvre et pourquoi je pense que c'est justifié? Parce que c'est un désordre parfait. Tout va mal mais avec une perfection incroyable. Et je crois que ce qui me fascine le plus chez Racine, c'est le langage. En effet, dans le monde racinien, parler c'est mourir, se taire c'est mourir. On n'a rien à envier au film hollywoodien. Le suspense est toujours à son comble et une fois la machine lancée, rien ne peut l'arrêter. C'est un déroulement parfait en 5 actes. Je sais pas si ça vous le fait, mais à chaque fois que je la lis, je me dis ouais, ça va bien finir cette fois, j'en suis sûre. En fait non, jamais. Mais c'est comme ça parce que Phèdre, c'est un chef-d'œuvre qui passe les âges parce qu'il lui parle à tout. J'espère que tu seras d'accord avec moi quand tu la liras ou que tu la reliras. Et d'ici à ma prochaine vidéo, bonne lecture! Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblaient s'être affermis. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée, d'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte, et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer.